votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux. 365 jours par an. casinomontreux.ch. Bienvenue sur Canal Plus Suisse, programme en clair. Merci d'être avec nous avec M le Média tous les après-midi 16h30 du lundi au vendredi. On vous donne rendez-vous pour retrouver quelques-uns des meilleurs moments que vous avez peut-être manqués entre 6h et 9h ou que vous avez tout simplement envie de revoir. Et bien c'est maintenant et c'est parti pour 60 minutes. C'est quoi votre truc ? Du 5 au 13 septembre prochain se tiendra la 78e édition du Septembre musical à Montreux-Vevey. L'auditorium Stravinsky étant inaccessible, le festival s'est mis au défi de mettre sur pied un laboratoire créatif et unique de musique classique avec des artistes de renommée mondiale. Sa direction a également décidé de rester fidèle à la région de la Riviera et d'investir 7 lieux de concerts emblématiques. Pour en parler, nous recevons ce matin Misha Damef, directeur du Septembre musical. Il est notre invité et on est très content de le recevoir. Bonjour Misha. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous ce matin. Un grand plaisir. Merci d'être là. Grand plaisir de vous retrouver, de vous revoir. David Letard, merci d'être là aussi. Quand on parle musique, forcément, notre programmateur, notre spécialiste de la musique se joint à nous. Merci d'être là de si bon matin pour nous parler des Septembre musicales, David Letard. Oui, une nouvelle édition à la rentrée qui verra ainsi la musique classique devenir une expérience multisensorielle où la musique se mêle à l'image et même à l'humour pour 8 concerts innovants avec la complicité de musiciens hors pair, tiens, comme Christian Järvi. Et là, Misha, j'ai eu un plaisir fou de préparer cette interview parce que j'ai découvert des artistes que je vous avoue, je ne connaissais pas et je me suis dit à chaque fois des wow et des wow et des wow. Là, par exemple, on est avec Christian Järvi, le Christian Järvi ensemble, hein, là où la musique se mêle avec la technologie. Hein. Tout à fait, ouais. Mais je crois, comme tout le monde connaît Top Chef, oui. Il faut quelque part réinventer et il faut revoir les recettes anciennes qui sont intemporelles, mais les formats peut-être pas. Et là, c'est vraiment la création totale. C'est quelque part la musique classique à la base, mais ça va au-delà de ça. Et peut-être, comme vous voyez dans cette vidéo, c'est un peu psychodélique, ça part dans tous les sens. Mais ça reste toujours la haute qualité. Je crois que c'est ça qui est important. Revisiter une recette. Oui, c'est un besoin, alors excusez-moi peut-être le terme, un besoin un peu urgent d'innover. Il faut le faire pour éviter que la musique classique soit dans une caste un peu inaccessible. Là, vous remettez un petit peu à niveau avec tout le monde, j'ai le sentiment, qui est vraiment accessible. Il faut rénover, justement, il faut innover. Je pense, parce que souvent, mes collègues, mes chers collègues que j'admire et que je respecte, disent toujours qu'il faut populariser la musique classique. Et là, c'est vraiment dans le sens vrai du mot. Populariser, ça veut dire pas seulement avec les prix, qui sont chez nous très très bas, mais c'est surtout en donnant envie, en créant des espaces sonores où les gens se sentent bien, parce qu'on a vraiment besoin aujourd'hui de ça. Oui. Sans dogme et sans idéologie. La mettre au goût du jour aussi. La mettre au bout du jour, oui. La musique fait de toute façon partie de notre vie. C'est ça. Et nous, ce qu'on offre, c'est la musique classique plus. Ça veut dire, c'est pas que la musique classique. Moi, je dis toujours en anglais, simple music, mais ça doit être de qualité. Parce que là, ça nous touche. En parlant de prix, je donne justement, il y a des billets de concert à 10 francs déjà pour les jeunes. Là aussi, c'est bien vu. Et de 49 à 59 pour les adultes. Le 7 septembre, place au Baltic Sea Philharmonic pour le Septembre musical. De la musique qui fait du bien à l'âme. Oui. Hein, c'est ça ? Oui. Je crois que la musique doit toujours faire du bien à l'âme. On a besoin de ça. Il faut se réconforter, ça doit nous mettre dans une ambiance positive. Et surtout éviter, justement, comme je viens de le dire, tout dogme, parce que finalement, la musique classique, c'est pas une religion. C'est quelque chose qui nous fait du bien et il n'y a pas de limite à ça. Oui. Là, ça nous fait du bien. Là, on est en 2020 avec Musical Chain par le Baltic Sea Philharmonic
aussi avec Christian Järvi. Alors là, le Baltic Sea Philharmonic rendra aussi un vibrant hommage à Freddie Mercury. Ça va être innovant là, racontez-nous un petit peu. Oui. C'est-à-dire que déjà, cet orchestre, c'est pas vraiment un orchestre. D'ailleurs, le chef d'orchestre Christian Järvi l'appelle « My Band ». Pourquoi ? Parce que c'est en fait des musiciennes et des musiciens qui jouent par cœur, qui leur donne justement la possibilité de bouger sur scène. Donc, quand vous voyez ces images où tout le monde a ses partitions devant, ça n'existe pas chez eux. C'est tous des jeunes, c'est beaucoup de gens qui viennent de l'Estonie, de Lituanie, justement des pays baltes. Et c'est des gens qui se donnent corps et âme vraiment à cette musique-là. Et c'est une musique, c'est vraiment un spectacle, c'est une expérience musicale qui est peut-être plus semblable à ce qu'on faisait au 18e, 19e siècle, c'est-à-dire beaucoup plus libre et d'esprit et de format. C'est-à-dire qu'ils vont d'un morceau à l'autre, un morceau classique, après ça part dans Nirvana et justement la musique de Freddie Mercury. Pourquoi ? Parce que c'est une des emblèmes vraiment de Montreux et de la haute qualité de musique, et puis parce que c'est en plus plus ou moins le jour de son anniversaire. Oui. En parlant de Montreux, justement, Micha, il y a cette volonté de rester, malgré les travaux, on sait qu'il y a des travaux là au Centre des Congrès, et de vouloir rester quand même dans la région, et vous allez investir 7 lieux, sauf erreur, emblématiques entre Vevey et Montreux. Oui, c'est-à-dire que comme le jazz, on s'est dit on va rester dans la région, même qu'on a pas mal de difficultés à surmonter, mais les difficultés justement sont là, c'est un défi, et pour nous c'est une chance quelque part de se renouveler, de se remettre en question. C'est pas seulement ça, mais c'est aussi, si vous voulez, un changement qu'il y a eu après le Covid, qui a quelque part renforcer une tendance qui était plutôt de mettre la musique classique justement sur un piédestal et de dire ça c'est seulement pour une élite, ce qui n'est pas le cas. Et puis il y a aussi cette volonté de sortir des murs, d'aller un petit peu chercher les gens aussi, et puis découvrir des endroits finalement, ou redécouvrir des endroits qu'on ne connaît plus, qu'on connaît moins ou qu'on ne connaît pas tout simplement. Et par cet intermédiaire, par la musique, ça permet d'être peut-être un peu plus curieux et puis retrouver des choses. Moi, je crois, de toute façon, vous dites, Philippe, le mot le plus important. Je crois que ce qu'on a toujours sous-estimé, ou très souvent, c'est la curiosité du public. C'est-à-dire, on voulait toujours lui donner en pensant, ils veulent ça. 5e de Beethoven, ta, et la musique s'arrête là. Donc, quelque part, si vous voulez, c'est la curiosité, c'est-à-dire de leur donner quelque chose de créatif, de nouveau, où ils se sentent justement bien dedans. Et les lieux, ça fait évidemment partie. Bien sûr. C'est le décor. Et Dieu sait qu'on a un décor exceptionnel. Et c'est ce que j'allais dire, quelle belle région en plus. Quelle belle région en plus. Qui va bien avec. Oui, absolument. Créatif et nouveau, le reste de la programmation justement avec le duo père et fils, Louis et Georges Schisgebel, où le film d'animation sera associé à la musique classique. Il y aura aussi un des plus grands violoncellistes de notre temps, Gauthier Capuçon, accompagné de Jérôme Ducrot, qui exploreront la ville lumière, le classique sous un nouveau jour avec le Classic Lab Meets Classique, et du rire et de la musique classique avec Igu Detsman and Ju, et puis Ken Soltani et la rencontre entre l'Orient et l'Occident, et puis enfin Timothy Choi et Alexander Molofev, deux des plus grands musiciens de notre temps. Alors dépêchez-vous, ça c'est un peu le mot d'ordre, parce que j'ai vu, c'est pratiquement quasi complet partout. Quasiment complet, oui, on était vraiment surpris en bien, évidemment, de voir l'engouement des gens, justement, parce que je crois qu'il ne faut pas sous-estimer que les gens sont toujours curieux de voir et d'entendre de nouvelles choses. Et là, c'est vraiment voir et entendre, parce qu'on aura pas mal d'images aussi. C'est une belle expérience finalement. Oui. Finalement, c'est presque une opportunité qui se fera. Mais quand même, hâte de retrouver ses murs, de retrouver son auditorium. Oui, évidemment, bien sûr. Mais on va le retrouver aussi différemment. On aura 2 ans de plus. Merci beaucoup en tout cas, Micha Adamev, d'être venu ce matin nous donner envie de se dépêcher à courir pour trouver les dernières places pour la programmation de cette édition 2024. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter comme ça ce matin, de si bon matin pour cette édition 2024 ? Que l'été aujourd'hui qui a commencé ne se termine pas demain. Oui, on aimerait bien. Mais à part ça, écoutez, moi je crois que la chose principale c'est d'avoir la pêche, d'avoir, comme vous avez déjà indiqué, l'humour qui fait partie aussi de la musique et de s'amuser. De prendre la vie carpe diem comme elle est chaque jour, positivement, parce que les nouvelles ne sont pas toujours positives. Donc voilà, il faut avoir un contrepoint, comme on dit en musique, un contrepoint positif à tout ça. La musique, c'est la vie.
La vie, c'est la musique, et la musique, c'est la vie, ouais. Tout à fait. Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non, mais... Je suis Comore, vendeur de drogue. C'est Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Mais que se passe-t-il chez nos voisins français ? Comment comprendre ce système politique bien différent du nôtre et pas forcément plus simple que celui que nous connaissons en Suisse ? Quoique, souvenez-vous du coup de tonnerre politique du 9 juin dernier. À la suite des élections européennes, le président français Emmanuel Macron a pris la décision de dissoudre l'Assemblée nationale à un moment critique, juste avant les Jeux Olympiques de Paris, qui auront lieu dans quelques jours. Cette dissolution est perçue comme un coup de poker qui pourrait plonger la France dans le chaos politique, s'ajoutant à une période déjà marquée par l'incertitude. Alors, que faut-il comprendre de ce séisme politique ? Cela va-t-il changer quelque chose pour la Suisse ? Faut-il craindre des répercussions économiques à la suite de ces décisions ? La Suisse pourrait-elle devenir un modèle politique pour la France ? Toutes ces questions et bien d'autres, je vais les poser à mon invité ce matin, Mireille Tsaki. Bonjour. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous ce matin et merci d'avoir répondu à mon invitation. Mireille Tsaki, je rappelle que vous êtes journaliste économique indépendante pour Blick et Bilan et vous êtes une experte en la matière pour nous aider à comprendre un petit peu ce qui se passe chez nos voisins français. C'est un vrai tremblement de terre. Hein. Oui. Alors, c'est vrai que c'est une tendance de fond qu'on observe dans tous les grands pays européens, des populations un peu en décrochage économique après la globalisation, qui veulent un vrai changement, ils veulent vraiment mettre un coup de pied dans la fourmilière, et ils vont aller vers des partis qu'on appelait au départ extrême droite, qui vont se dédiaboliser petit à petit, qui vont aller chercher des donateurs de plus en plus... Dans la droite ligne du patronat, etc., et qui vont avoir un discours de plus en plus finalement acceptable ou centriste, ou en tout cas ils vont dans cette direction, comme Jordan Bardella qui n'arrête pas de se macroniser. Il met de l'eau dans son vin en fait, c'est ça ? Oui, il met de l'eau dans son vin, on sait très bien pourquoi. Plus vous levez de fonds auprès d'une certaine catégorie de donateurs, plus votre discours va s'adapter à leur velléité finalement. C'est comme si je lance un journal, puis après je suis en processus de levée de fonds, et puis chaque fois que j'ai un nouveau donateur qui a certaines demandes, mon discours s'adapte petit à petit. Je dis, finalement, dans notre programme, on va plus mettre l'accent là-dessus, moins là-dessus. Et en fait, c'est mes donateurs qui comptent. C'est ça ce qu'il faut regarder. Je veux dire, le candidat, c'est l'exécuteur, et le donateur et les gens qui vont financer ces candidats, financer leur campagne, c'est eux les actionnaires. C'est ceux-là qui comptent. Qu'est-ce qu'ils pensent ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Quelle France ils voient ? Donc, l'idée, c'est de se dire, maintenant, le public français, le grand public, les électeurs, les gens, surtout qui ont de la peine à finir les fins de mois, c'est ça. Est-ce qu'ils peuvent faire confiance à un Jordan Bardella, ou est-ce que finalement, il n'y a pas un énorme décalage entre lui et les fonds qu'il est en train de lever auprès d'une catégorie, bien sûr, c'est les plus grands donateurs du pays, surtout des personnes qui vont être sur la tendance Bolloré, on peut en parler après, et le décalage avec les besoins sociaux, l'urgence sociale. Et c'est là que l'arnaque peut se trouver. Ça arrive au bon moment, ça, à votre avis ? Ou c'est un peu... Finalement, il n'y a pas de bon moment ou de mauvais moment ? Ça arrive à un moment où toutes les petits salariés, malheureusement, les habitants des périphéries, des grandes villes en Occident, je dis même pas seulement en Europe, sont en crise, sont dans une colère sociale, et on n'arrive pas à leur proposer une offre politique qui convient. Si vous proposez une offre politique d'extrême droite, le côté anti-immigration va leur plaire parce que on les a convaincus que c'était l'immigration qui était la principale menace. Et là-dessus, il faut aussi pouvoir entendre ce discours, il faut voir qu'est-ce qu'il y a à prendre ou à laisser là-dedans. Et vous avez le discours de la gauche qui va leur proposer beaucoup d'améliorations de leurs conditions sociales, mais qui va garder le volet de l'immigration complètement ouvert, où ils vont être peu soucieux de cette demande identitaire et de protection sociale des Français de souche, des Français autochtones qui s'inquiètent de l'immigration. Donc voilà, on a deux offres qui finalement, elles sont toutes un peu, j'ai envie de dire, elles tombent un peu à côté. Parce que si vous êtes sur l'extrême droite, vous allez vous attaquer à l'immigration. Ça, c'est ce que Jordan Bardella va probablement faire. Alors, sans problème, il promet un État autoritaire, un retour de l'autorité. Mais quelle est sa politique sociale ?
J'ai écrit une chronique dans Blick pour expliquer justement que le RN n'a jamais voté pour le social au sein du Parlement français, de l'Assemblée nationale. Il vote systématiquement contre les petits salariés, contre les agriculteurs, contre les chômeurs, contre les retraités, contre les smicards. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de plus? Est-ce que les Français vont regarder seulement ce que vote le RN? Est-ce qu'ils sont conscients de ça? Ou est-ce qu'ils ont tellement besoin qu'un parti vienne taper sur l'immigration qu'ils s'en fichent même qu'on s'occupe de leur porte-monnaie et qu'on améliore leurs conditions de vie? Ou est-ce qu'ils sont convaincus que le simple fait d'être plus dur avec l'immigration va améliorer automatiquement leurs conditions de vie? Eh bien, s'ils sont convaincus de ça, il y a un problème parce que ça ne va pas suffire. C'est pas ça l'unique problème. Le problème, c'est qu'il faut un parti qui se soucie des fins de mois de ces gens, et ce n'est pas le RN. Si on regarde même la politique avec les femmes, vous regardez comment ils votent. Alors, ils sont contre le droit à l'avortement, inscrit dans la Constitution, ils sont contre l'égalité salariale, ils sont contre tout ce qui peut améliorer l'égalité homme-femme en général, ou ils s'abstiennent, ou ils votent contre. On ne peut pas être plus clair. Conservateur de ces vieilles idées ancrées. Conservateur, ultra-libéral, c'est ça aussi la surprise. On se dit, bon, ils sont ultra-libéraux, c'est un peu la tendance Bolsonaro, la tendance Giorgia Meloni en Italie, Bolsonaro qui était venu au pouvoir au Brésil, avant d'être remplacé par la gauche de nouveau, parce qu'il a évidemment déçu les plus pauvres qui avaient voté pour lui. Donc, on va dans la même direction. La France, elle va juste dans la même direction que beaucoup d'autres pays, c'est-à-dire elle va mettre peut-être au pouvoir une extrême droite qui va la décevoir sur le plan social, qui va amener de l'autorité, une politique assez discriminatoire et anti-immigrationniste qui va satisfaire une partie de cet électorat, mais surtout une politique très antisociale et ultralibérale qui va énormément décevoir tous ceux qui avaient compté dessus parce qu'ils sont en voie de paupérisation depuis 30 ans maintenant en France. Surtout avec la politique macroniste des 7 dernières années. Honnêtement, ça, même si vous, Philippe, vous êtes pro-Macron, moi, je vous dis mon point de vue. Moi, je donne vous pas et mon avis, moi. moi. Je vais vous dire un truc. Vous et moi. Je vous écoute. Vous et moi, on n'est pas lésés ou desservis par un Macron si on était en France aujourd'hui. C'est pas pour notre tranche de revenus qu'il est néfaste. C'est pour les moins bien lotis, pour les plus défavorisés. Pour cela, ils mènent une politique qui ne leur convient pas, honnêtement. Et ils sont en colère. Et honnêtement, ces 2 mandats ont été catastrophiques au niveau des mouvements sociaux, des gilets jaunes, des colères sociales. Et franchement, elles se sont exprimées sous plein de manières différentes. Et le pays est aujourd'hui extrêmement fracturé entre son parti à lui qui perd du terrain, l'extrême droite qui prend le dessus, et LFI, les insoumis, l'extrême gauche, qui progresse aussi, qui est juste derrière l'extrême droite. Donc, il faut voir comment le pays il est fracturé aujourd'hui. La France a mal, c'est compliqué. C'est des extrêmes toujours, et c'est ça le problème. Les extrêmes, on sait, c'est jamais bon. L'histoire nous l'a démontré à plusieurs reprises. La solution, c'est quoi alors, selon vous, Mirette? Alors, c'est de remédier à l'urgence sociale. Vous avez énormément de mécontents à la base de ce pays. Donc la gauche. Il faut une politique de gauche. Il faut une politique de gauche, mais pas seulement. Une politique de gauche souverainiste et qui limite l'immigration. Il faut juste entendre les besoins de la société. C'est quoi? C'est d'abord revalorisation salariale, gel des loyers, abroger la loi sur les retraites, la réforme des retraites qui a énormément déplu à une très très grosse partie des Français, et s'occuper de leur situation, de la situation sociale de tous les paupérisés de ce pays et des insatisfaits qui ont tendance à voter RN, y compris les paysans, les agriculteurs, les habitants des petits villages, etc. Et surtout les petits salariés qui représentent une masse très importante de gens mécontents, dont les salaires n'ont pas du tout progressé, tandis que les dividendes des entreprises, des grandes entreprises françaises, ont explosé sur le même moment. Comment justifier ça? C'est très difficile. Les subventions que Macron verse aux entreprises du CAC 40, elles ont doublé en 15 ans, sans aucune explication valable. Je ne comprends pas d'où ça vient. Pourquoi subventionner des entreprises qui versent des dividendes, qui dégagent des profits énormes, qui sont... Alors ça, c'est très bizarre. Il y a peu d'informations. D'ailleurs, ils refusent de publier des vrais rapports détaillés là-dessus. Donc, manque de transparence en plus. Alors, c'est pas une politique sociale. Faut arrêter. Emmanuel Macron vient du Parti socialiste. Il a créé En Marche, qui devient maintenant Renaissance, qui est un parti finalement au centre et qui est finalement un parti des riches.
Et vous avez le RN qui devient le nouveau parti des riches, qui est en train de ringardiser Emmanuel Macron, ce qui est invraisemblable, parce qu'on a un gars qui a une bonne coiffure, une bonne coupe de cheveux, Jordan Bardella, qui est propre sur lui, qui tient des propos très patronaux, très libéraux. Qui a les dents longues aussi, hein, oui. Qui est qui a les dents longues aussi, hein. Oui, très ambitieux. Par contre, il a 28 ans. Il lui manque des années, des décennies d'expérience, ça se voit. Il n'arrive même pas à défendre le programme. Il nous refait de l'Emmanuel Macron en restant flou sur le programme du Rassemblement national. Il donne une conférence de presse, le programme reste flou. C'est quoi la politique culturelle ? Les gens de la culture sont très inquiets, les gens du spectacle, les gens du théâtre, les gens du cinéma, tous les gens qui font le rap, la culture urbaine, etc. Ils s'inquiètent, la culture populaire. Ils savent pas du tout ce que... Il y a pas le mot culture pour l'instant dans ce programme. L'égalité homme-femme, on en a parlé. Et le côté social, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Et pourtant, les Français s'apprêtent quand même à voter pour ce parti parce qu'ils ont tout essayé déjà. Ils ont tout. Voilà, en fait, c'est ça. Ouais. C'est surtout un vote de contestation de nouveau. Hein. Donc ils vont le porter au pouvoir, comme ils ont d'ailleurs porté au pouvoir 2 fois Emmanuel Macron, tout en étant dans les rues, tout en ayant des mouvements comme les Gilets jaunes. De toute façon, ils l'ont quand même élu 2 fois, hein, Macron. N'oublions pas ça. Maintenant, ils vont porter au pouvoir le RN. Donc pourquoi est-ce que la population vote à ce point ? Surtout la population, on en parle des pauvres, hein, qui n'intéressent personne et que personne n'a envie de personne. Voilà. Pourquoi ils votent contre leurs intérêts, parce qu'ils ne voient pas d'autres solutions, ils ne voient pas d'alternatives, ils voient peut-être des insoumis qui ne vont pas protéger les emplois français, qui ne vont pas protéger le pouvoir d'achat français et qui ne vont pas protéger l'identité française. Pourtant, ça, c'est des velléités qui sont légitimes. Ce n'est pas l'extrême droite qui a le monopole sur ces velléités-là, sur ces désirs, ces aspirations. Il faut que tous les partis soient capables d'écouter la demande de la population, puisqu'ils sont là pour les servir. Ils sont à leur en fait, c'est les serviteurs des Français. Et donc, ils doivent les écouter bien et essayer d'aller dans leur sens. Le problème, comme je vous disais, c'est que vous avez des donateurs qui ont d'autres agendas. Et un parti, un candidat, aujourd'hui, ça a été étudié aussi aux États-Unis, quand Francis Fukuyama a fait des travaux très intéressants sur la plutocratie. Je les conseille à nos auditeurs. La plutocratie, c'est quand c'est uniquement les milliers, puisqu'il y a de l'hyper-richesse qui s'est créée dans toutes les grandes démocraties, il y a de l'hyper-richesse qui s'est créée ces dernières années. Des quantités de milliardaires invraisemblables qui se sont créés comme jamais auparavant grâce à la bourse et aux banques centrales. Les banques centrales ont subventionné les marchés pendant 2 décennies, là c'est énorme, l'enrichissement qui s'est créé. Ça fait qu'en politique, on finance ces partis. C'est ça. On finance toutes les campagnes à tous les niveaux, au niveau communal, municipal, de toute la province jusqu'aux grandes capitales, et on arrive à des partis qui vont implémenter l'agenda. Je vous dis, si moi je crée un parti, un média, si je crée un média et je vais chercher des donateurs, ma ligne éditoriale va correspondre à celle des donateurs, pas à celle des lecteurs. Il faut être réaliste. Donc, c'est aujourd'hui ça. C'est les partis qui sont conformes aux actionnaires qui les financent. Voilà, ça, c'est les régimes démocratiques ou pseudo-démocratiques occidentaux. On est à cette étape-là de notre histoire et les populations doivent s'informer. Elles doivent s'informer sur les réels agendas, les vraies probabilités de ces programmes, comme de Bardella et du RN et de Marine Le Pen, d'un parti qui se, entre guillemets, modifie à toute vitesse. Il est en train de revenir sur la volonté d'abroger la réforme des retraites, même sur la baisse de la TVA, il a dit ce sera plus tard. Voilà, il est en train de revenir sur beaucoup de choses, et finalement, c'est comme, ça ressemble beaucoup à Emmanuel Macron. Au début de son premier mandat, la première chose qu'il a fait, c'est supprimer l'ISF, l'impôt sur la fortune. Tout le reste, tout ce qui était plus social, a pris 10 fois plus de temps, voire n'a jamais été implémenté. On prend les mêmes et on recommence, quoi. Voilà. Ça, un peu ça, la même histoire. Vous avez tout dit. Ah ouais. Ça donné de la peine. Hein. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Et je reçois ce matin Mireille Saki, journaliste économique indépendante pour Oblique et Bilan. Merci d'être avec nous pour répondre à toutes mes questions sur ce qui se passe chez nos voisins français. On le sent,
le pays est à deux doigts d'imploser. Hein. Il y a pas mal de choses qui bougent. Le président Macron nous a fait pas forcément de bonnes surprises. C'est un petit peu inquiétant. Il y a les Jeux Olympiques qui arrivent là bientôt. Oui. En même temps aussi, aujourd'hui, c'est une journée importante pour Alain Berset, hein, qui saura s'il accède au poste de secrétaire général du Conseil de l'Europe. Ce serait une première pour la Suisse, pouvoir accéder à ce poste-là. Ce qui se passe en France, est-ce qu'il y a des répercussions ici en Suisse? Est-ce que ça peut être dangereux? Oui, je pense que la Suisse a toujours été poreuse et influencée par ce qui se passe en Allemagne et en France. Ouais. Donc c'est vrai que l'Allemagne influence la Suisse alémanique et la France influence pas mal la Suisse romande, mais tout le monde observe, que ce soit en Allemagne ou en Suisse ou ailleurs, tout le monde observe ce qui se passe, même aux États-Unis, ce qui va se passer en France, parce que c'est vrai que ça donne le ton. C'est symptomatique de quelque chose. Ces populations qui vont voter peut-être RN pour le mettre comme Premier ministre, c'est les mêmes un peu qu'on va retrouver en Angleterre, aux États-Unis, en Italie, etc. Et donc, tout le monde est très attentif sur cette tendance parce que on voit aussi, même les médias, ils s'adaptent et parlent de manière plus positive du RN et de Jordan Bardella. Ouais. Bon, on parlait tout à l'heure du fait qu'il y a beaucoup de médias Bolloré, je les appelle les médias Bolloré. Attention, on est sur Canal+, hein, quand même. Hein. Oui, bien sûr. Alors, bon, c'est les médias de vous pouvez dire ce que vous voulez. Canal+ Suisse, c'est un peu différent. Mais les médias Bolloré, c'est quoi ? C'est un fait, en fait. Ça a été documenté. Ils vont donner beaucoup de visibilité à Jordan Bardella et une visibilité positive. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça influence le reste de l'écosystème des médias. Bien sûr. Quand on s'habitue à parler de lui positivement et comme quoi finalement c'est un peu l'homme de la situation et que c'est le nouveau Macron, et puis ça rentre dans les esprits d'une manière un peu subliminale, que voilà, c'est le nouveau monsieur du moment, c'est pas Glucksmann, c'est pas d'autres, c'est lui, quoi. Voilà. Ça n'a même pas besoin d'être forcément idéologique, c'est juste qu'il y en a un qui est omniprésent, on le voit beaucoup. Les analyses qui ont été faites par Acrimed ont montré qu'il a eu beaucoup plus de visibilité que tous les autres candidats avant les élections européennes. Et donc il y a une sorte de banalisation. Et lui, en même temps, il banalise aussi un peu son discours, il le lisse un peu, etc. Et petit à petit, dans la perception, ça devient, waouh, c'est l'évidence. Ouais. C'est comme ça que les choses se font. Mais tout ça, c'est avant qu'il ait commencé à implémenter la moindre politique. Il a adapté son discours un petit peu aux discussions de bistrot, hein, en quelque sorte. On pourrait dire ça. C'est très vrai. C'est très vrai. Si vous prenez un taxi, le chauffeur de taxi va se plaindre de certaines choses. Vous allez au PMU du coin, à Annemasse, je veux dire même. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à Seine-Saint-Denis. Pas Seine-Saint-Denis, non. Plutôt d'autres régions plus éloignées des métropoles. Le PMU du coin, on va dire, voilà, il faut plus de fermeté maintenant, il faut reprendre tout ça en main, ça va pas du tout, c'est n'importe quoi, on n'est plus chez nous, etc. Ouais. Et comme vous dites, Philippe, tout à fait, il va reprendre ça et il va refléter le sentiment populaire. Mais qui c'est qui avait déjà fait ça très bien avant? C'était Donald Trump. Bien sûr. Donald Trump, il parlait le langage populaire de l'Amérique du centre, de l'Amérique industrielle, de l'Amérique ouvrière, etc. Et ça a formidablement bien marché. Mais quand il est venu au pouvoir, et ça moi je l'ai rappelé dans une chronique, c'est non, il a surtout soigné sa catégorie d'électeurs qui sont des ultra-riches. Ça, il faut le savoir. Donc, si on veut quand même faire l'expérience, il faut la faire. De toute façon, je pense qu'on va y passer. On va passer par là. Sans doute. On va expérimenter le RN au pouvoir et peut-être même qu'il ne va pas aller au bout de tout ce qu'il a promis, y compris dans tout ce que les Français attendent de lui. C'est-à-dire même sur les politiques anti-immigration, etc. Il va peut-être se voir confronté à des limites. Il va devoir négocier. Il va devoir aussi préserver les relations de la France avec certains pays qui ne voudra pas se mettre à dos, etc. Mais en tout cas, pour l'instant, la voie, elle est claire. On a quelqu'un qui va être anti-européen et ce discours va beaucoup plaire aussi. C'est ça, l'attente. Anti-immigration, anti-européen. Franchement, il coche 2 cases majeures qui agacent très très fortement les Français et beaucoup d'autres pays aussi de l'Union, des 27. Et donc voilà, il est le seul à le faire et donc voilà, faute d'autres concurrents, ce discours-là va porter. Un petit peu inquiétant quand même. Et ça arrive dans une période un peu compliquée aussi. Il va y avoir les JO de Paris. Là aussi, c'est dans un contexte un peu... Enfin, c'est pas très rassurant tout ça.
Oui, alors c'est sûr que les JO de Paris, c'était le but de faire un grand marketing pour la France, de améliorer l'image de marque de la France, d'attirer des investisseurs. Et ça se fait au pire moment, à cause de la surprise politique. Comme toujours, le business d'un côté, il fait ses affaires, et le politique vient déranger, vient un petit peu comme le caillou dans la chaussure. Mais c'est pas sûr que tout va mal tourner. Non. Parce que, dans le fond, la vraie crainte, précisément, c'est qu'au moment des JO, on a une extrême droite qui arrive au gouvernement et qui va avoir des politiques sécuritaires un peu trop répressives, ou qui va aller trop loin là-dessus, et ça va trop se voir. Etc. Mais on voit qu'on a un Jordan Bardella qui peut négocier ce virage-là, en fait. Je ne crois pas que ce soit ça le vrai risque. On espère en tous les cas, ça va bien se passer. Mireille Tsaki, il faudra que je vous réinvite parce que j'avais encore 15 000 questions à vous poser, mais le temps passe trop vite. Je suis trop bavarde. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez passé un bon moment, j'espère. Excellent, merci. Merci beaucoup. Vous avez choisi une musique quand même. Je veux quand même qu'on parle aussi de vos goûts musicaux. Et pourquoi vous avez choisi ce titre? Je vous laisse le présenter déjà. Alors, Georges Ben, c'est ça? Georges Benjor, un chanteur brésilien. Moi, j'adore la bossa nova, les Brésiliens des années 60-70. Tout comme j'aime la musique heavy metal d'ailleurs, s'il y a pas et la musique orientale et tout. J'ai beaucoup de palettes très très larges, mais la joie qu'il y a dans cette chanson, elle est extraordinaire. Donc c'est Oba Lavem Ela en portugais brésilien, hein, je suis pas. Mais alors il parle du moment où il voit celle qu'il aime, celle qui lui plaît. Elle est encore mystérieuse, il connaît même pas son prénom. Elle a un parfum mystérieux, il aimerait connaître le nom de ce parfum. Et voilà, et ce moment plein de mystère et de poésie, ça nous change du sujet précédent. Mais oui, mais ça fait du bien. C'est tout l'inverse. Alors là, c'est la plage, c'est le soleil, c'est l'insouciance, j'adore. Bon, j'espère que ça va faire venir le soleil en tous les cas. Oui. Merci de nous avoir fait partager ce petit moment. Merci. J'espère que vous reviendrez. Avec plaisir. C'est un vrai plaisir de vous avoir reçu. Infiniment. On vous souhaite un bel été. Bel été à vous. Et je vous dis à très bientôt. Balance ton sport. À 15 ans, Noémie Geffler sera présente à Ropra ce week-end pour le championnat et la Coupe suisse de vélo trial. L'occasion de découvrir cette discipline et une athlète qui espère en devenir le porte-étendard ces prochaines années. Merci d'être avec nous sur le plateau, Noémie Geffler. Ça va toujours? Oui. Elle m'a dit, je suis un peu tendu, mais on se détend, ça va bien se passer. Elle est avec son papa Reto. Merci à tous les deux d'être là ce matin. On va découvrir, c'est vrai que cette discipline du vélo trial, on la connaît pas forcément très très bien. En tout cas, on n'en parle pas beaucoup dans les médias. Oui, tout à fait. Et Noémie, vous pratiquez cette discipline depuis un petit moment. Est-ce que tu peux nous présenter cette discipline? À quoi ça ressemble ce sport-là? Alors, c'est un sport qui se pratique avec un vélo qui n'a pas de selle. Je ne sais pas pourquoi. Et le but, c'est de franchir des obstacles comme des cailloux, des palettes, des troncs, toutes sortes de choses naturelles comme pas naturelles. Et tout en restant sur l'équilibre sur le vélo, sans poser les pieds par terre. Toute une question d'équilibre, en fait, c'est ça. Et on n'a pas tous des palettes ou un tronc d'arbre dans son jardin. Comment on s'entraîne à cette discipline? À quoi il ressemble ton quotidien? Alors moi j'ai un terrain d'entraînement à la maison avec des palettes devant la maison, des palettes, des troncs, des choses qu'on a construites nous-mêmes, que mon papa a construit. Et autrement je vais le plus possible au club à Ropra, où il y a toutes les choses pour s'entraîner. Et autrement je vais des fois au bord du lac ou partout où il y a des troncs ou des cailloux en fait. Et à l'étranger aussi, des fois. Et sur quelle qualité on travaille? Sur quels aspects il faut progresser? C'est très minutieux, j'imagine, c'est des petits détails. Alors oui, c'est certaines techniques qu'il faut apprendre, qu'il faut avoir le truc, choper le truc. Et l'équilibre. Et Reto, un mot, on a évoqué le rôle du papa dans le fait de pouvoir mettre en place un terrain d'entraînement dans le jardin. Il est important le rôle des parents dans la carrière? Bien sûr, il est très important. Après nous, c'était super important parce que ça fait beaucoup de voyages, donc des allers-retours 2 fois, 3 fois par semaine. Donc on a construit le terrain devant la maison parce qu'on peut se le permettre. Et puis quand elle a 1 heure, elle s'entraîne vite. Quand elle a plus de temps, elle s'entraîne plus. Quand il pleut, elle s'entraîne dans les combles. Enfin, elle est vraiment, c'est vraiment très important le support des parents. Et Noémie, ce week-end, tu seras à domicile, donc à Ropra pour la Coupe suisse et le championnat suisse. Ça représente quoi pour toi dans la saison, cette compétition? C'est un moment important de ta saison?
Alors, c'est mon premier championnat suisse. Wow. Donc, je stresse un peu, mais j'ai rien à perdre et j'ai tout à gagner. Donc, Bien sûr. Je me réjouis plus que je stresse. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de pratiquer cette sorte de vélo, finalement? Alors, j'ai été à une initiation. Une fois, j'ai fait une initiation il y a 3 ans. Ouais. Et j'ai tout de suite aimé, puis j'ai continué. Et voilà. Et puis là, depuis... T'arrêtes plus. Ouais. C'est bien. Et il y aura la Coupe du Monde à partir de juillet, c'est ça ta première Coupe Oui, du Monde? la semaine prochaine, je pars en Norvège avec mes parents pour ma première Coupe du Monde. Et après, j'en ai 3 autres, une en Pologne et 2 en France. Reto, pour revenir sur le programme du week-end, donc vous êtes un peu le chef d'orchestre de ce qui se passe ce week-end. Alors, c'est un grand mot, le chef d'orchestre, mais oui, il y a des compétitions, il y a les championnats suisses, donc samedi à partir de 14h, dans le centre du village de Reprat, et puis la Coupe Suisse qui est le lendemain à partir de 9h, donc c'est vraiment très impressionnant. Il y a des zones comme l'année passée qui sont super impressionnantes, originales, et puis ça permet de découvrir le sport d'une autre manière. Il y a un beau projet qui est en train de se monter aussi, qui va naître pour vous pour les prochains mois. Je crois que Reto, vous voulez nous en parler sur un projet assez un projet pour la bonne commun cause. qu'on a avec Noémie, donc ça s'appelle Charity Ride. Donc c'est un concept qui donne la possibilité à des gens, à des sociétés de payer les points au fait que Noémie elle fait. Alors c'est pas pour récupérer de l'argent pour Noémie, mais c'est pour mettre à disposition ces points et l'argent à des fondations ou des associations caritatives. Donc elle va faire toute sa saison, puis à la fin de l'année, elle va restituer au fait les points accumulés durant l'année. Ça permet d'avoir une visibilité, de stimuler autant la sportive, donc Noémie, et puis les associations. Bravo, c'est une belle idée. Magnifique. Si on veut vous aider, si des gens nous suivent ce matin et veulent vous aider, comment faire? Alors là, tout ça, ça va être en place je pense, dans les 2 prochaines semaines sur son compte Instagram. Magnifique. Pour conclure, je vous propose, Reto, peut-être de nous présenter, ou Noémie, de nous présenter ton vélo, un peu ses particularités. Tu nous as dit qu'il n'a pas de selle. C'est quoi un peu il est très léger, c'est ça aussi, on peut dire? Il pèse 6 kilos et quelques, je sais pas exactement. Okay. Et il a des très bons freins, des freins très puissants, pour être très précis, pour monter des choses, etc. Ok, et je crois que tu étais d'accord pour conclure cette interview avec une petite figure. Une petite démo. Reto, pour ceux qui nous suivent en radio, est-ce que vous pouvez nous décrire peut-être ce qui va se passer? Nous, on n'est pas spécialistes. Dans le micro. Elle va faire une roue arrière en équilibre sur la roue arrière, donc, et puis elle va tourner sur elle-même. Voilà. Et puis si elle est lancée, elle va faire une roue avant aussi. Tac. Et puis là... On vous invite ensuite à aller voir le podcast sur le site mlemedia.ch ou à nous retrouver sur mlemedia.ch en streaming. Merci, bravo Noémie. Bravo. Donc compétition, c'est comme ça dure combien de temps une compétition? Ça dure environ 2 heures. Donc il y a plusieurs zones, plusieurs portes à passer. Il y a le timing qui est important, il y a la stratégie. Donc si on passe tous dans les mêmes zones, on a de l'attente, donc on a le temps qui passe, etc. Donc c'est vraiment plus que c'est de l'équilibre, de la force, du mental. Concentration aussi. Surtout. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Noémie alors? On peut t'envoyer plein de bonnes ondes. Hein? Ouais. Voilà. T'es prête pour ce week-end alors? Ouais, je suis prête. Ouais. Tu stresses un peu quand même? Un petit peu quand même, oui. Mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus nous trouver ce matin. La Coupe Suisse et le championnat suisse de vélo trial, ça se passe du côté de Reprat ce week-end. Allez y faire un tour, l'ambiance est vachement conviviale. C'est un plaisir d'y assister. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Léo, merci Naomi, merci Reto. Alors tu reviens nous trouver avec la coupe. On fait ça? Ouais. Bon, en tous les cas, on est avec toi en soutien et on te dit bravo. Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer. Le cinéma suisse à l'honneur maintenant avec le réalisateur Basile Dacugna qui nous a rejoint sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes là pour nous parler de votre film qui sort demain sur les écrans, dans les salles obscures, Manga Terra. On a hâte de découvrir ce film justement. Dans quel état d'esprit on est avant la sortie de son film? On est un peu tendu, on est excité. C'est quoi un peu le... Enthousiaste surtout. Enthousiaste, ouais, c'est important. Parce qu'on a envie de le partager. Ouais. Là, on vient de faire la sortie au Portugal, qui s'est plutôt bien passée. Okay. Et maintenant, je suis très heureux de le partager dans mon pays d'origine, la Suisse. Ouais. Merci d'être là pour en parler en tous les cas. Merci. Thomas Lécuyer, film donc sort demain, Manga Terra.
Oui, Mangatera, ça veut dire mangue du pays, et c'est comme ça que se chante Rosa, 20 ans, qui a laissé ses 2 enfants au Cap-Vert pour s'établir à Lisbonne dans l'espoir de leur offrir une vie meilleure. Alors, prise en tenaille entre le harcèlement des petits caïds et les violences policières quotidiennes, Rosa essaie de trouver du réconfort auprès des femmes de la communauté, mais son seul échappatoire reste la musique. Basile, après Au Film do Mundo en 2019 et Après la nuit en 2013, vous retournez poser votre caméra dans le bidonville créole de Reiboleira, dans la banlieue de Lisbonne, pour un nouveau film très musical. Qu'est-ce qui vous fascine autant dans ce faubourg lisboète ? C'est les gens, c'est les lieux, c'est les histoires aussi, parce que c'est un endroit où il y a plein de légendes, en fait. Et c'est l'endroit où je travaille depuis 20 ans. Donc on a fait 4-5 courts-métrages. C'est le 3e long-métrage. On a un 4e dans le four en train de se préparer. Et puis c'est surtout un film qui est différent des précédents, parce que c'était plutôt des films de garçons que je faisais sur les voyous, d'abord ceux de ma génération, ensuite leurs enfants. Là, c'est vraiment le hors-champ de ces films, et on donne la parole aux femmes. Et on rend hommage à la musique du Cap-Vert, en la revisitant à travers le blues, le rock, mais toujours avec ses sonorités traditionnelles. Et puis c'est l'idée de faire un musical, mais un musical du ghetto, quoi. Comment vous avez découvert le quartier ? Par hasard, en fait. Les appartements n'étaient pas chers, et je venais de débarquer à Lisbonne. J'ai atterri vraiment, pas là-bas pour aller faire des films, mais c'est là-bas que je me suis établi, et c'est un des endroits dans lequel je me sens bien dans ce monde. Et donc vous vivez en partie là-bas, Ouais. Alors votre style, il est très identifiable, quelque part entre le documentaire et la fiction, avec de nombreux acteurs et actrices non professionnels. Cette caméra a souvent porté à l'épaule, des cadres serrés sur vos sujets, des longs plans séquences. Il y a dans vos films une urgence du tournage, une sorte de spontanéité. Est-ce qu'on peut dire que vous faites du cinéma guérilla ? Ouais, en tout cas, celui-là, c'en a un excellent exemple, parce qu'il arrive un moment où un autre film était plus ou moins à l'arrêt pour plein de raisons, on n'avait pas d'autorisation de tournage, et les maisons sont en train de disparaître, des gens sont en train d'être expulsés de leur maison, donc des gens qui faisaient partie du casting du film d'après, des lieux qui étaient les décors du film d'après, et du coup on décide de tourner ça pratiquement sans argent. Ensuite, dans un deuxième temps, on a eu le soutien de la RTS au court-métrage, parce que c'était un court-métrage à l'origine, mais comme on est gourmand, on a tourné un peu plus, et on a un long-métrage à l'arrivée. C'est combien de jours de tournage, un film comme ça ? C'est 1 mois environ. On a fait environ 1 mois de tournage. Et exactement avec cette dimension, je dirais, c'est vraiment de la fiction, mais on met en scène des situations qui sont réelles, et c'est des vrais gens qui se transforment en acteurs. Acteurs non professionnels, j'utiliserais plus ce terme, parce qu'en fait, ça fait 20 ans qu'on fait des films, et il y en a qui ont déjà 2, 3, 4 films à leur compteur, donc ça signifie qu'ils ont déjà du métier, en fait, et des heures de route, au compteur. Et Elina Rosa, votre actrice principale, rayonne à l'écran. C'est aussi une chanteuse dans la vraie vie. Elle a d'ailleurs composé en partie les chansons qu'elle interprète dans le film. Vous vous êtes rencontrés comment ? Par un ami qui nous a présenté, et puis j'ai été l'écouter parce qu'elle chantait dans un bar, un truc ça s'appelle des Noites Capverdianes, c'est une tradition du Cap-Vert, et j'ai été tout de suite fasciné par sa présence scénique et par sa voix, évidemment. C'est son premier film. Un rôle principal, donc elle porte tout ce film sur ses épaules, et je la trouve vraiment incroyable. Et puis pour nos spectateurs, elle sort son premier EP qu'on peut retrouver sur YouTube, Eliana Rosa, s'appelle Morabeza Impso, et voilà, c'est la première musique de son premier EP. Ouais, écoute, alors, magnifique, une paire de coups. On découvre justement le concept dans votre film de Morabeza. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots, puisque vous venez de l'évoquer ? Morabeza, c'est un terme qui est utilisé au Cap-Vert pour évoquer la façon dont on accueille les gens, avec cette chaleur humaine et cette générosité. C'est-à-dire que quand on arrive au Cap-Vert, et on retrouve cette tradition capverdienne dans ce quartier lisboète, mais qui est largement habité par des fils de Capverdiens, ou par des Capverdiens, des immigrés capverdiens, qui reçoivent. En fait, c'est un endroit où personne ne dort dans la rue, la porte est toujours ouverte, et jamais personne ne va mourir de faim, parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour venir nous inviter à la maison pour manger.
Alors la musique, hein, on l'a compris, est très très importante dans le film. On comprend d'ailleurs la signification du titre, Mangatela, grâce à la dernière chanson du film. On redécouvre grâce à vous la morna, ce style musical capverdien qui a été popularisé notamment par Césaria Évora. Vous êtes suisse et portugais, vous habitez en Suisse. Est-ce que le cinéma, pour vous, c'est un moyen aussi de tisser des liens? Enfin, j'ai compris maintenant que vous habitiez aussi à Reboleira, mais est-ce que vous intéressez comme ça à votre second pays, le Portugal, par le cinéma, c'est un moyen de tisser des liens avec ce pays? C'est certain, et le cinéma déjà en soi, c'est une façon d'aller vers des choses qu'on connaît moins, de les découvrir et de les partager. Je pense que c'est très important, et à l'heure où on demande aux gens de faire des films que sur leur communauté pour des histoires de réappropriation culturelle, ce que je trouve très dommage, parce que justement c'est une façon d'aller rencontrer l'autre et de partager ses cultures. Il faut l'affirmer, et c'est le rôle du cinéma que de nous faire entrer dans ces mondes. Et puis pour moi, évidemment, c'est une façon de retisser un lien avec mon pays d'origine, celui de mon père, et puis d'y travailler, quoi. Alors je terminerai par une question un peu plus politique. Les élections législatives anticipées ont lieu au Portugal au printemps et ont ramené la droite au pouvoir après un long mandat du socialiste António Luís Santos da Costa, qui est resté Premier ministre pendant presque 10 ans. Le Portugal, à l'époque, était souvent cité en exemple comme un gouvernement de gauche, progressiste et moderne, dans une Europe sujette à la droitisation. Moi, j'aurais pu imaginer que dans ce contexte, la vie des immigrés capverdiens aurait été plus facile. Mais j'ai découvert, grâce à votre film, le quartier de Reboleira, et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait les mêmes problèmes qu'ailleurs, pauvreté, trafic, raids policiers. La société portugaise, elle n'a pas trouvé de solution par rapport à ces tensions autour de la question migratoire, malgré ces 10 années de socialisme. Moi, je ne pense pas qu'il y a de tensions migratoires. Par contre, je pense que c'est une vieille histoire de lutte de classe. Et quand on abandonne certaines parties de la population, évidemment que quand elles se fâchent, on les divise entre elles. Et en l'occurrence, le coupable idéal est toujours celui qui vient d'ailleurs. Parce qu'en réalité, on vit très bien ensemble. Ça marche. Et il y a des gens qui nous divisent, mais forcément pour des raisons qui sont simplement des ambitions politiques, des ambitions de pouvoir. Et malheureusement, la sauce a pris et ça a réveillé des vieux relents de fascisme qui étaient enfouis, mais qui étaient encore là. Et les 10 années de socialisme, ça n'a pas aidé à... Bien sûr que ça a aidé. Il y a beaucoup moins de chômage, il y a beaucoup plus de travail. Enfin, je veux dire, il y a un travail qui a été fait sur des droits sociaux, des acquis sociaux qui sont indéniables. Mais malheureusement, l'instrumentalisation de la peur provoque toujours les mêmes causes, les mêmes effets. Donc voilà, le seul truc qu'il y a à faire, c'est se tenir droit face à ces gens et leur dire qu'on les emmerde profondément. C'est le message du matin. Merci Basile Dacunha, on a bien compris le message en tous les cas. Le film sort demain, Mangatela, dans les salles obscures. On vous souhaite plein succès évidemment. Yes, et il y a une avant-première publique ce soir au Pathé Galerie à Lausanne. Il est dans toute la Suisse en ce moment, donc venez le voir, soutenez notre cinéma. Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer. Et nous accueillons ce matin sur le plateau Pierre-Yves Walder, directeur artistique du NIF, le Neuchâtel International Fantastic Film Festival, qui se tiendra cette année du 5 au 13 juillet. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Comment ça va ? Ça va très bien. Merci d'être là. C'est ce qu'on était en train de se dire, je vais quand même le dire, c'est que vous étiez là il y a une année, presque jour pour jour. Oui. Et j'ai l'impression que c'était la semaine passée. C'est vrai. C'est terrifiant. Ça passe très très vite quand même. Bienvenue en tout cas, merci d'être là. Alors ce sera donc la 23e édition du NIF, puisqu'il y a un an on a parlé de la 22e. Cette 23e sera placée sous le signe d'une icône, puisque votre invitée d'honneur sera Asia Argento, la cinéaste italienne qui est aussi actrice, réalisatrice, scénariste, productrice, mannequin, DJ et chanteuse, va présenter notamment une carte blanche de 4 films emblématiques du cinéma de genre. Qu'attendez-vous de sa venue ? Ce qui est intéressant avec Asia Argento, c'est qu'elle fait en fait le lien entre un cinéma fantastique traditionnel. On ne va pas rappeler qui est son père. Je ne sais pas si elle essaie de se détacher de ça. Donc, vous aurez remarqué que je n'ai pas mentionné son père. C'est moi qui viens là-dessus. Et non, alors elle s'est fait un prénom en tout cas, et elle est en fait, elle est très contemporaine dans sa manière de créer, et c'est ce qui nous plaît, le côté pluridisciplinaire qu'on a très présent au NIF aussi. Et puis ce qu'on attend de sa venue, c'est qu'elle présente justement sa carte blanche qui présente des fondamentaux du fantastique pas mal. On a Vampire, un film du début du XXe siècle,
On a des films, il y a une sorte de perversité dans le fantastique qu'elle montre qui fait peut-être penser à un cinéma fantastique des années 60 et 70. Et puis, c'est une icône tout court, aussi au niveau de l'image. Hein. Le mot icône veut dire ça aussi. Donc c'est tout un univers. Ouais. Est-ce qu'elle va mixer, chanter? Est-ce qu'elle va faire quelque chose? C'est la surprise. A priori non, mais on ne sait jamais. Alors, on sait que les femmes ont une place de plus en plus importante dans le cinéma de genre, notamment ces dernières années, avec en France, par exemple, des figures comme les réalisatrices Julia Ducournau et Coralie Farja. Cette édition qui est donc placée sous l'égide d'Asia Argento, est-ce que du coup, elle va être plus féminine, voire plus féministe? Alors en fait, ce qu'on a en faisant la programmation, parce qu'on visionne des films pendant des mois, des semaines, des mois, on a eu la chance de tomber sur des films réalisés par des femmes, beaucoup de films réalisés par des femmes, et donc c'est pas une posture, c'est pas qu'on cherche des films réalisés par des femmes, parce que c'est pas non plus parce qu'un film n'est pas réalisé par une femme qui va pas être écrit par une femme, produit, scénarisé, etc. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de récits, non seulement donc dont les femmes étaient les réalisatrices, mais en plus qui traitaient des sujets féministes de manière contemporaine. Et en fait, effectivement, dans la compétition internationale, on arrive à on est à 5-6 films réalisés par des femmes sur 14, dont un film aussi réalisé par une personne non binaire. Et encore une fois, c'était pas une volonté, on n'a pas cherché ça, mais le fait d'être tombé sur ces films, de les avoir visionnés, de les avoir beaucoup aimés, fait que nous sommes très fiers de montrer cette diversité. Et le cinéma fantastique n'est pas très féminin, mais le cinéma en général du tout, et beaucoup d'aspects du monde professionnel. Alors le cinéma fantastique, le cinéma de science-fiction, c'est un genre qui va explorer de façon cathartique les peurs qui rongent nos sociétés. On parle souvent d'apocalypse, voire de post-apocalypse. On parle souvent de pandémie, d'invasion, de menaces globales mystérieuses, de virus ou de pollution mortelle, de catastrophes écologiques, de la montée des totalitarismes. Bref, un peu comme au téléjournal en ce moment. La réalité de notre monde, est-ce qu'elle n'est pas en train de dépasser la science-fiction ? Alors c'est toujours la question, en fait, je pense que la science-fiction avait vraiment un aspect, la science-fiction, l'anticipation, le cinéma fantastique en général, a un aspect visionnaire, malheureusement, et effectivement il y a pas mal d'aspects politico, sociaux qui se vérifient par rapport à ce qu'on a pu voir dans certaines œuvres de fiction, pas seulement fantastiques d'ailleurs. Et puis c'est pour ça que je trouvais intéressant de pencher, de mettre notre loupe sur les élites pour la rétrospective 2024 qui s'appelle Eat the Rich. Donc on a récupéré ça plutôt ce slogan des milieux alternatifs, comme on disait à une certaine époque, milieu plutôt punk. Mais en fait c'est Jean-Jacques Rousseau qui aurait dit ça à l'époque, qui aurait dit quand le peuple n'aura plus rien à manger, eh bien il mangera le riche. Et en fait j'ai eu l'idée l'année dernière de mettre en lumière la représentation des élites dans le cinéma de genre, avec tous les fantasmes que ça peut susciter, le côté prédation, exploitation, qui est toujours poussé au paroxysme dans le cinéma de genre. Et malheureusement, en fait j'avais pas prévu ce qui se passe par exemple en France en ce moment. On parle beaucoup d'élites dans les médias français, la colère contre les élites et contre certaines couches entre guillemets de la population supérieure. Et je trouve que en fait quand je regarde la rétrospective qu'on a fait, c'est bizarrement connecté à ce qu'on vit maintenant. Alors, Eat the Rich, justement, il y aura une rétrospective avec des films classiques comme Bienvenue à Gattaca, Ghost in the Shell, Midsommar, The Snowpiercer, et il y aura aussi une exposition à la Maison d'Ailleurs d'Yvernon sur le même thème. Alors, la Maison d'Ailleurs vient au NIF, donc ils font une carte blanche au festival, et il y a une exposition dans le lieu central du festival qui est le Théâtre du Passage. Donc, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à Yvernon, mais je vous encourage à aller à la Maison d'Ailleurs quand même. Alors, vous proposez ici une carte blanche à Moon, la plus helvétique des Queens de Drag Race France saison 2. Le cinéma de genre queer, ça existe ? Oui, le cinéma, la culture queer existe en général. Et, oui, bien sûr, mais est-ce que dans le cinéma fantastique ou de science-fiction, à part le Rocky Horror Picture Alors ça, c'est la partie émergée de l'iceberg et la partie la plus connue, mais quand je suis arrivé à cette
ce post il y a 2 ans, j'avais fait une rétrospective Scream Queer, là-dessus justement sur les représentations de la culture queer dans le cinéma de genre depuis le début du cinéma du XXe siècle. Et effectivement, le cinéma queer existe, mais quelle est la définition du cinéma queer? Il y a beaucoup de choses. Il y a des aspects militants, des aspects plus entre les lignes, des aspects tout simplement des expressions naturelles d'une personnalité. Et Moon, sa carte blanche est assez politique en fait. Et le cinéma suisse, dans le fantastique, il a sa place ou pas? Oui, alors on a la chance de pouvoir présenter des œuvres suisses alors certaines fois dans la compétition, certaines fois dans les sections principales. Là, toujours chaque année, en tout cas, dans la section Amazing Switzerland, qui propose cette année un long métrage récent, nouveau, parce que c'est aussi rétrospectif comme section, qui s'appelle Milchzähne, les dents de lait, et c'est un film post-apocalyptique réalisé par une femme d'ailleurs, assez anxiogène mais très intéressant. Et puis nous avons une nouvelle section de courts-métrages qui s'appelle Amazing Schools. Nous avions déjà les courts-métrages suisses, la compétition des courts-métrages suisses qui est là chaque année, qu'on met aussi, qui a beaucoup de succès et qui montre les nouveaux talents du cinéma fantastique. Et puis une section Amazing Schools qui est la sélection des meilleurs courts-métrages d'écoles de cinéma en Suisse. Avec certains qui proviennent de la HEAD, dans lequel Basile Lacugna, qu'on vient de recevoir, enseigne. Basile enseigne à la HEAD, la boucle est bouclée. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Pierre-Yves Valder. Je rappelle que c'est la 23e édition du NIF qui se tiendra du 5 au 13 juillet. J'ai tout dit juste. Et toutes les infos sont sur NIF. Attention, il y a 3f.ch. Oui, exactement. Merci beaucoup. Un succès pour cette 23e édition et à très bientôt à l'année prochaine. À l'année prochaine. Voilà, comme ça c'est fait. Très bien. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Thomas Lécuyer, on va maintenant retrouver une belle rencontre que vous avez eu l'occasion de faire. C'est Jean-Pierre Daroussin et Blandine Lenoir que vous avez rencontrés il y a de ça quelques temps. Oui, Philippe, le comédien français était de passage à Genève pour la promotion de cette très jolie comédie Juliette au printemps, en compagnie de sa réalisatrice Blandine Lenoir. Juliette est jouée par Isia Higelin, son papa par Jean-Pierre Daroussin. Un rôle plein d'humour et un brin cynique. On en parle avec lui et la réalisatrice Blandine Lenoir. Je pense qu'il n'a aucune certitude. Les cyniques, ils sont très sûrs. Il y a beaucoup de certitude chez un cynique. Donc c'est au contraire quelqu'un qui est en doute de lui-même, qui ne cherche pas à être expansif. Donc quelqu'un qui n'est pas expansif, c'est quelqu'un qui ne cherche pas à dominer. Voilà, on n'est pas en expansion. Quelqu'un qui est en expansion, c'est quelqu'un qui cherche à gagner du territoire sur les autres. Et bien lui, il n'est pas expansif. Voilà. Donc il reste sur son quant à soi. Et ça, c'est... Oui, ça peut me ressembler, effectivement. Je ne suis pas très expansif. Salut, papa. Oh, Juliette. J'étais en train de préparer des croques vieux monsieur, ça te dit? Ouais. J'ai commencé par Jean-Pierre, qui m'a dit oui tout de suite avec... C'était une grande joie, parce que je n'aurais pas su à qui le proposer sinon. Et puis après, j'ai cherché Marie-Lou, puisque les scènes d'amour étaient très importantes pour moi dans le film. Et donc j'ai cherché une actrice ronde de 40 ans qui accepte de tourner nue, puisque l'idée c'était de filmer des corps, des vrais corps. Voilà. Et puis une fois que j'ai trouvé Marie-Lou avec Sophie Guillemin, j'ai constitué le reste de la famille. Je savais pas qu'il fallait venir déguisé, on me dit rien moi. T'es très bien comme ça, un pédophile des années 80. C'est pas une pure comédie, je crois que c'est une... Moi j'ai toujours été très très bouleversée par l'humour des gens qui ont traversé des drames. C'est-à-dire c'est le choix de la vie, c'est le choix de la fantaisie pour que la vie ait, je sais pas comment dire, des gens qui remettent des bulles dans la limonade quoi tout le temps, enfin je sais pas comment dire ça autrement, mais donc oui, il y a beaucoup d'humour, je crois, enfin moi j'aime bien les films comme ça où, en gros pour moi un film réussi c'est un film où on a été traversé par des émotions diverses, donc j'ai essayé de faire un film voilà, où on rit, où on est ému. En gros c'est les retours qu'on a après les projections, les gens me disent les yeux tout mouillés, qu'est-ce qu'on a bien ri, donc je trouve ça formidable quoi.
Alors Juliette, au printemps, nous plonge dans une France des petites villes accueillantes, joyeuses et bienveillantes. Ça fait du bien de voir cette France-là au cinéma, alors même que la majorité des communes françaises ont voté majoritairement RN aux dernières élections européennes. Mais est-ce que cette douce France qu'on voit dans le film existe encore ? Eh bien, j'ai posé la question à Blandine Lenoir. Oui, elle existe complètement, cette France. Le problème, c'est que c'est pas forcément celle qui vote. Hélas, c'est pas toute la France qui a basculé dans l'extrême droite, c'est une France qui a voté, quoi. On va dire ça comme ça. Ça fait des années qu'il y a plein de gens qui votent pas. Je crois que j'ai vu le chiffre je crois que c'est 70% des femmes de moins de 35 ans qui n'ont pas voté. C'est énorme, quand même. Je crois, hélas, que la crise est aussi due au fait que les gens ne trouvent plus de personnalités politiques qui les représentent. Donc, il y a des gens découragés qui ont arrêté de voter en se disant, de toute façon, la démocratie est là. Et puis là, d'un seul coup, la démocratie est terriblement en danger. Voilà, moi, j'ai encore un tout petit peu d'espoir pour qu'il y ait un sursaut, mais oui, là, à l'heure où on vous parle, je pense que nous sommes, Jean-Pierre et moi, très fébriles et très effrayés, oui. Le film diffuse des valeurs qui sont des valeurs de générosité et d'écoute et d'accueil et de volonté d'aller mieux. Donc de prendre les choses de façon positive. Et non pas de se cantonner et de rester dans le ressentiment qui donne envie de détruire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté chez les personnages, même les personnages qui sont en crise, qui ont du mal, qui cherchent à se comprendre, qui cherchent à échapper à quelque chose, ne sont jamais autodestructeurs. Il n'y a aucun personnage qui est dans une démarche d'autodestruction. Ce qui est le cas de cette minorité de Français qui votent. Ils votent de façon autodestructive. Blandine Lenoir et Jean-Pierre Dargoussin, quelle belle rencontre. Merci Thomas Lécuyer. Oui, à retrouver actuellement au cinéma dans Juliette au printemps. Très bien, merci pour cette dernière émission de la saison. On se retrouve évidemment tout l'été aussi, vous serez là chez Virgile. Je rappelle que Virgile sera la semaine prochaine entre 6h et 10h, et chaque mardi, le Mardi Cinéma garde ses quartiers pour les sorties cinéma. Et cet été, il y a des bonnes choses qui se préparent. On parlera des sorties, des news, et on passera l'été en compagnie de Claude Lelouch pour une série d'entretiens exclusifs. Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux. 365 jours par an. casinomontreux.ch